Bonjour. Ça fait maintenant à peu près 13 ans que nous sommes engagés dans une transition énergétique. Il y a eu d'abord le Grenelle de l'environnement, ensuite les différentes programmations pluriannuelles de l'énergie, la loi sur la transition énergétique. Il me semble qu'au bout de 13 ans, c'est le bon moment pour tirer un bilan, ce qui ne semble pas avoir été fait dans le cadre de la réflexion en cours sur la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la période 2025 à 2028. Donc on va essayer de le faire. Pour le faire, ce n'est jamais facile, parce qu'il faut tomber sur des résultats qui sont tout à fait non contestables par le gouvernement et par le ministère de l'Environnement. Et je me suis appuyé sur 4 sources. La première, c'est le Commissariat général au développement durable qui a fait un rapport provisoire 2017 en avril, donc document très récent qui nous donne la situation d'aujourd'hui. Le deuxième, ça a été très intéressant, un rapport de la Cour des comptes, également d'avril, sur les énergies renouvelables. Le troisième, c'est un stock d'informations énorme, qui est celui qui vient également du Commissariat général au développement durable, qui est un tableur Excel de 600 lignes sur toutes les années depuis 30 ans. Et puis, en dernier lieu, des données venant de Fraunhofer de Fribourg, qui fait le suivi de l'électricité en Allemagne. Donc, je me suis appuyé là-dessus pour essayer de faire un premier bilan. Quand on observe la situation, on va regarder un mot sur le climat, un mot sur la situation de la France en Europe, un mot sur notre bilan de 13 ans de travail, et ensuite peut-être quelques pistes. Alors le premier point, je voudrais insister sur quelque chose qui me semble fondamental. Aujourd'hui, le gaz carbonique est en train de s'accumuler dans l'atmosphère. À chaque fois qu'on n'évite pas l'émission d'un million de tonnes de gaz carbonique cette année, et qu'on le reporte en rêvant à des futurs glorieux à dans 10 ans, eh bien on a rajouté 10 millions de tonnes dans l'atmosphère, et ce sera un travail fou de les enlever à nouveau. Donc il y a une urgence. Quand on va parler des 10-15 ans qui viennent, on ne fait pas de la prospective, on fait de la prévision, et la prévision, elle doit s'attacher à faire appel aux meilleures technologies d'aujourd'hui, celles qu'on sait maîtriser, et non pas à des rêves futurs. Donc il faut prévoir, et non pas la prospective, c'est pour faire de la R&D, c'est pour regarder le futur, mais pas pour le planifier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez ici un schéma qui est intéressant. Il a l'air un peu compliqué. Verticalement, vous avez la richesse des pays, et vous verrez en haut à droite les USA qui sont particulièrement riches, on le sait tous. Donc ça c'est horizontalement, pardon. Ensuite vous avez verticalement les émissions de tonnes de CO2, et là on voit aussi que les plus riches émettent plus de CO2 que les pauvres. Regardez en bas à gauche, l'Afrique et l'Inde. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce schéma? Quelque chose qui est quand même assez remarquable. Si vous comparez la France à des pays de richesse voisine, Benelux, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, on s'aperçoit que nous sommes beaucoup plus bas en émissions de CO2, et on le disait tout à l'heure, ceci repose sur ce qui est la colonne vertébrale de la France, qui est un réseau électrique exceptionnel et émettant extrêmement peu de gaz carbonique. Autre chose qu'on va noter, la France c'est 1% du monde, l'Europe 10%, les 5 pays, Chine, USA, Inde, Russie, Australie, 50%. Il est bien clair qu'il ne faut pas nous ruiner inutilement si dans le même temps les 5 mammouths ne font pas d'efforts. Or aujourd'hui, ce sont eux qui ont des réserves de charbon en particulier, mais aussi quelquefois de gaz et de pétrole, qui font qu'ils ne sont pas très dynamiques dans leur action en faveur du climat. Donc, ceci amène à une remarque de plus, je crois qu'on en parlera tout à l'heure au niveau de l'économie, il faut qu'on fasse tout au meilleur coût. Il faut être efficace au meilleur coût. Troisième point, où j'ai également notre singularité, vous avez ici un schéma qui vous montre comment est émis le CO2. Il peut être émis par l'électricité, par l'industrie, par les transports, par le chauffage des bâtiments. Et on s'aperçoit que dans l'essentiel du monde, en gros, disons, pas loin de 40% du CO2 émis dans l'atmosphère dans le monde est lié à la production d'électricité. Et c'est vrai de pratiquement tous les pays, y compris l'Europe dans son ensemble. Et ce qu'on voit, quand on regarde un peu en bas vers la droite, on voit apparaître la France, qui est toute petite, et dans le petit de la France, vous avez ce qui est très très petit, c'est l'électricité. Donc, la conclusion de ça, c'est que chaque pays doit avoir des solutions différentes. Nous sommes extrêmement différents les uns des autres, et la règle européenne devrait être la subsidiarité. Il est complètement anormal que nous nous laissions imposer par l'Europe des décisions par technologie.
Le rôle de l'Europe, c'est définir les émissions de CO2, éventuellement nous encourager à consommer moins de combustibles fossiles, parce qu'on en a peu, mais sur tout le reste, on devrait laisser notre liberté. Et il est insupportable que nos ministères de l'Environnement successifs laissent à l'Europe la main pour définir les techniques que nous devons employer chez nous. Ça me paraît tout à fait essentiel. Troisième point, balance commerciale. Je disais que nous sommes petits, nous ne sommes pas riches, nous sommes endettés. Je note que notre balance commerciale est quand même très déficitaire, contrairement à celle d'autres pays. L'année dernière, 62 milliards d'après les douanes, et sur les 62 milliards, pratiquement 40 milliards sont liés au pétrole, près de 30%, et au gaz. Donc on voit bien que ce que nous devons faire en France, c'est réduire le CO2 et se bagarrer contre le pétrole et contre le gaz. Bon, le charbon, je laisse un peu de côté, parce qu'il est déjà extrêmement mineur. Donc on en est là. Peut-être un mot, je m'excuse, je reviens, qu'on oublie trop souvent, c'est que derrière ça, il y a de l'argent. Quand je regarde ce déficit de balance commerciale, ça pèse 2400 € par famille en France, chaque année. C'est énorme. Je ne crois pas qu'on se rende compte à quel point c'est important. Alors où est-ce que nous en sommes? Faisons un bilan, toujours sur les chiffres que je vous ai indiqués tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit sur la consommation d'énergie? Dieu sait si on nous parle d'économie d'énergie. Consommation d'énergie, ben regardez en bleu, en bas la ligne, ça va de 2012 à 2017, totalement constant. Or, ça fait 13 ans qu'on est dans les transitions énergétiques, ce sont les 4-5 dernières années qui sont les années de plein développement de notre stratégie. Résultat, nul sur les consommations d'énergie. Si je regarde par secteur, transport constant, résidentiel tertiaire quasiment constant, industrie en baisse, on le savait, agriculture constant. Donc la politique actuelle, de ce point de vue-là, est inefficace. Maîtrise de consommation des combustibles fossiles. Même chose, regardez, de 2014 à 2017, on est passé de 113 à 120. Si j'élimine l'aléa du nucléaire de 2017, on sait qu'il y a eu des réacteurs arrêtés par l'autorité de sûreté, en gros, on peut dire que la consommation de combustibles fossiles est également constante dans les 5 dernières années. Deuxième échec de la loi sur la transition énergétique. Émissions de CO2, maintenant on vient à ce qui est notre essentiel dans notre association. Ça, que montre ce schéma? Il montre d'abord qu'il y a eu une vraie réduction entre les années, disons, 2005, 2006 et 2012, mais quand on regarde le détail, c'est essentiellement lié au fait qu'on a transféré nos industries chez les tigres asiatiques, Chine incluse. Pratiquement, transport résidentiel tertiaire, c'est les 2/3 de nos émissions de CO2, et on devrait en tirer la conclusion nette, c'est que c'est là-dessus qu'on devrait agir. Maîtrise des émissions de CO2, donc vous avez les chiffres. On est passé de 298 millions de tonnes en 2014 à 313 en 2017. Toujours si j'élimine le petit aléa nucléaire, en gros, on est à une quasi-constance, voire légère augmentation des émissions de CO2. Troisième échec de la loi sur la transition énergétique. Je rappelle là-dessus qu'on est à 313, que l'objectif qu'on s'était fixé pour 2023, c'est 254. Je ne l'ai pas dit dans les transparents précédents, mais c'est également une baisse de 17% qui était planifiée sur le CO2, sur la consommation d'énergie et sur l'utilisation des combustibles fossiles. Donc, sur aucun de ces éléments, on agit réellement, et sur ces 3 éléments, on prend un retard assez considérable. Si on regarde par secteur d'activité, et là je reviens au CO2 qui est notre sujet principal, transport, légère croissance. J'ai noté tout à l'heure ce qui était dit sur le diesel. Il faut être conscient du fait que le passage du diesel à l'essence va se traduire par une augmentation des rejets, parce que les diesels sont plus efficaces. Dans le résidentiel tertiaire, dans les bâtiments, mais également dans les PME, ce qu'on voit apparaître, augmentation des émissions de CO2, de 68 à 72. C'est significatif. Dans l'industrie, malheureusement, on constate toujours une baisse, même dans les années qui viennent de passer. Donc, on a réellement un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'on va... il est intéressant de regarder les 2 grands domaines que sont les transports et les bâtiments. Je vous rappelle que ce sont les 2/3 de nos émissions de CO2. Là, le constat, dans les transports, on est passé en CO2 de 300 à 310, 313, et là, on peut noter quels sont les échecs. L'échec, celui des biocarburants de première génération. Je me souviens qu'il y a 10 ans, à ce grand climat, on indiquait
que ces biocarburants faits à partir de colza, de blé ou de betterave n'étaient pas efficaces, ni du point de vue climatique, et qu'ils utilisaient des terres agricoles. On avait dit que ce n'est pas une bonne solution. Il a fallu 10 ans à l'Europe pour qu'elle décide de les plafonner à 7%, et d'essayer de les supprimer d'ici 2030. Deuxième point, les biocarburants de seconde génération, on étudie, c'est de la R&D, c'est intéressant, j'espère qu'on va y arriver. Ça fait quand même 10 ans que j'attends le pilote technologique global. À ma connaissance, il n'y en a pas encore un. C'est-à-dire que c'est très difficile, parce que la ressource est très variée, et que la chimie qui en sort est une chimie complexe. Ce sera donc relativement coûteux. Troisième point, transport en commun, c'est un peu le rêve. On sait que c'est très capitalistique. Il me semble évident que dans les 10 ans qui viennent, on va progresser, mais ce sera toujours extraordinairement lent. Ça coûte trop cher, il n'y a qu'à regarder le retard pris actuellement sur le Grand Paris, sur le développement des métros. Dernier point, il y a une grande mode très urbaine qui consiste à dire on change la société, l'autopartage, les circulations douces, etc. Je crois qu'on oublie simplement une chose qui me semble fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 de la population française, elles ne sont pas au cœur de ville, elles ne sont pas au centre de Paris, au centre de Lyon, elles sont dans les banlieues, les grandes banlieues, elles sont dans les campagnes. Or cela, je suis désolé, les circulations douces et autres, c'est pas avec ça non plus qu'on va progresser très vite. Donc faisons attention de ne pas créer un bagne pour les 3/4 de la population, pour le bonheur de 25% d'entre elles. Donc, faire très attention à tout cela. Donc derrière ça, moi je dis la seule solution efficace dans les transports, ça va être l'électrification. Et bien sûr, je me réjouis de voir, je l'ai vu hier dans les journaux, que Renault, mais aussi Peugeot, ont décidé de s'y mettre. Depuis, ce sont des emplois nationaux. C'est donc à soutenir beaucoup. Je fais un dernier appel qui me paraît important, c'est que nos entreprises automobiles sont des entreprises très importantes pour notre économie. Elles sont aussi largement à l'exportation. N'oublions pas que l'électrification des véhicules, ce ne sera pas partout. Quand vous faites votre électricité avec 50% ou 80% de charbon, l'automobile électrique n'a aucun intérêt. Conclusion, il faut aussi qu'on aide nos entrepreneurs et nos usines à faire des voitures très efficaces en moteur thermique. Il ne faut pas l'oublier, ça me paraît essentiel. Résidentiel tertiaire, les échecs, quels sont-ils? Ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'on va faire 500 000 logements neufs formidables tous les ans. Ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'on va rénover 500 000 logements par an de manière formidable aussi. La réalité, c'est les 2/3. Premier chiffre qui est déjà pas très bon. Deuxième réalité qui est plus grave, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, on n'a aucune idée de son efficacité. Je le dis bien, c'est ce que dit la Cour de Ponte, on ne sait pas du tout quelle est l'efficacité de ce qu'on encourage, parce qu'on n'a pas de moyens de mesure. Et ceci, ça explique que quand vous regardez les émissions de CO2, eh bien, elles sont stables ou en légère croissance. Donc, pas efficaces. Troisième point, la règle technique sur le bâtiment, c'est une règle technique qui a été bâtie comme arme de dissuasion massive contre l'électricité nucléaire. Ce qui veut dire que nous avons depuis 12-15 ans maintenant une règle de construction qui encourage le gaz. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Je pense que ça fait longtemps qu'on le dit, et je crois qu'on l'a dit ensemble, qu'il faut qu'on révise la RT 2012 sans encore y être arrivé. Troisième point, ce que note la Cour des comptes, c'est que le développement des énergies thermiques renouvelables, qui sont les plus intéressantes, parce qu'elles sont très efficaces, il est insuffisant. Derrière tout ça, il y a l'Europe qui nous pousse dans toutes les directions, et je suis obligé de dire que quand l'Europe affiche des idées du style neutralité carbone en 2050, en tant qu'ingénieur, je vous dirais que c'est irréaliste. Il va falloir qu'on soit plus cohérent. Ce qui est très important, c'est la suppression du pétrole et du gaz. Alors, vis-à-vis du secteur essentiel et tertiaire, qui est important, eh bien, s'attaquer aux passoires énergétiques, il faut les prêts à taux zéro, tout ça c'est bien joli, mais ce qui est important, c'est de s'attaquer au chauffage fioul. Il y en a quand même encore beaucoup en France. S'attaquer aux maisons les moins bien isolées, ce qui implique de vraies aides, parce que ça coûte cher de le faire, et que les familles, en général, celles-ci ne sont pas riches assez pour le faire elles-mêmes. Il faut s'attaquer à ça et non pas saupoudrer des aides dans tous les coins. Il faut donner priorité à ce qui est le plus rentable en rénovation. Il ne s'agit pas de faire d'un seul coup d'une maison qui est une passoire énergétique, une maison qui est parfaite. Il faut qu'elle progresse de 10, 15, 20% le plus vite possible, au meilleur coût possible. Ensuite, il faut alléger les normes. Ma fille vient de construire
une maison dite basse consommation en bois, elle a renoncé à la faire connaître basse consommation parce que la réglementation est trop compliquée. Elle a décidé d'abandonner le prêt à taux zéro. C'est comme ça que ça se passe. Il faut le reporter sine die, les constructions énergie positives, qui ne vont rien amener en termes de CO2 et qui vont créer de l'inégalité sociale. Parce que qui paye la construction énergie positive, qui paye les panneaux solaires sur les toits, ce sont les gens qui ne peuvent pas en mettre sur leur toit par le biais des taxes sur l'électricité et sur l'énergie. Donc, beaucoup de choses qui sont à modifier. Et derrière ça, beaucoup de long terme. Comme nous avons un problème en France, c'est que le milieu de la construction, le milieu de la rénovation sont aujourd'hui, disons, basiques. Il y a toute une formation à mettre en place si on veut être efficace dans ce domaine. Que constate la Cour des comptes? Un peu catastrophique. 87% des soutiens publics va aux énergies renouvelables électriques qui n'amènent quasiment aucun gain en CO2. Seulement 13% aux énergies renouvelables thermiques, qui sont les plus efficaces. Regardez ce que dit la Commission. Je le lis. La place consacrée aux énergies renouvelables électriques dans la stratégie française répond à un autre objectif que le CO2, mais à la substitution des énergies renouvelables à l'énergie de source nucléaire. Donc on dit bien que la priorité de notre ministre et de son ministère et de l'ADEME, c'est de sortir du nucléaire en faisant le plus possible d'énergie renouvelable électrique. Les titres des chapitres sont mortels. Objectif industriel secondaire, objectif difficile à atteindre, charge importante, durable, mal évaluée, absence de transparence des engagements budgétaires, dispositif qui donne une visibilité limitée des engagements à venir et qui reste très peu encadré. C'est le jugement de la politique gouvernementale qui apparaît directement dans le titre des chapitres du rapport. Quand on regarde le détail, je vais aller vite là-dessus parce que l'exposé suivant, on va rentrer dedans. Il faut noter que la Cour des comptes révèle qu'on a déjà mis 26 milliards dans l'électricité pour un gain quasi nul, que 121 milliards sont déjà engagés, parce qu'on s'engage pour 20 ans à chaque fois, donc 121 milliards. Et quand vous regardez la courbe d'évolution, vous voyez qu'elle passe par un maximum sur les investissements déjà réalisés, qui passent en 2025 à 7 milliards, et j'ai mis en pointillé ce qu'il va falloir rajouter. Alors, je ne sais pas quel sera le niveau, ça dépendra de ce qu'on va faire, mais si on rajoute les investissements futurs, on va se trouver à avoir payé entre 5, 8, 10 milliards, je ne sais pas, par an, pendant 20 ans, pour rien au point de vue climatique. Faut-il continuer? Et là, je fais juste un petit zoom qui est intéressant. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 13 ans, les énergies renouvelables thermiques qu'on a développées nous ont apporté 4,5% de notre énergie. Ce qu'on a fait depuis 13 ans. L'électricité, 1,5%. Et l'électricité a eu droit à 7 fois plus de soutien public. Pour chaque tonne de CO2 économisée, on a dépensé à peu près 21 fois plus sur l'électricité que sur les énergies renouvelables thermiques. Il faut changer ça complètement. Ça ne va pas. Derrière ça, que proposent les PPE, l'ADEME, RTE, etc. Ils proposent non seulement de continuer, mais d'aller beaucoup plus vite. 2 fois plus vite sur l'éolien, 2 fois plus vite sur le solaire, ajouter, estimé à 41 milliards, 3 gigawatts, alors j'espère que ça va être révisé, et donc des charges qui vont s'ajouter. C'est ce qu'ils proposent. Et là, je veux arriver à ce qui me paraît l'essentiel, c'est que l'électricité aujourd'hui, c'est une chance pour nous, c'est pas un fardeau. On dispose d'un très bon réseau, d'une très bonne ossature, c'est là-dessus qu'on devrait s'appuyer, et il faudrait développer l'électricité, au lieu de faire ce que veut le gouvernement qui était de la réduire, il faut la développer, quitte d'ailleurs à développer les renouvelables électriques pour accompagner cette croissance. Il faut donc faire des renouvelables électriques, mais au rythme voulu, pas à un rythme forcé. Et là, c'est bon de regarder l'expérience allemande, qui est très importante. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont décidé? De sortir du nucléaire à l'occasion de Fukushima, gros événement qui a fortement marqué sa population. Qu'est-ce qu'on constate depuis maintenant 10 ans? Les Allemands ont dépensé 200 milliards dans l'électricité renouvelable, moyennant quoi les émissions de CO2 sont passées en 10 ans de 301 à 306, c'est-à-dire une stabilité quasiment parfaite. Je vois d'ailleurs qu'au niveau de la transition énergétique elle-même, ils ont dépensé 400 milliards au total pour un gain qui est également nul.
Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Les Allemands sont riches. Faut-il investir pour ce résultat? Et là, il faut comprendre. Et pour comprendre, je peux vous donner, je suis désolé, on a besoin de venir dans quelques chiffres. Pratiquement, ils ont arrêté, en 2011, 11 gigawatts de nucléaire. Pour le compenser, ils ont ajouté, par rapport à ce qu'il y avait déjà, 80 gigawatts d'énergie renouvelable électrique. Le résultat, c'est qu'ils ont eu 13% de moins de production d'électricité via le nucléaire et qu'ils ont ajouté 18% d'éolien et solaire. 80 gigawatts de renouvelables pour produire 5% de plus d'électricité décarbonée. Ça explique l'échec. Et je suis obligé, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise dans l'aspect technique, c'est le seul transparent technologique que je mets, regardez à gauche. À gauche, ce que vous avez en haut, c'est la consommation d'électricité en France. Vous voyez sa forme sur une année. Avec, bien sûr, on consomme plus en hiver qu'en été. Si vous regardez au milieu, vous avez l'éolien. Vous avez sa production. Elle est extraordinairement aléatoire, très intermittente. Elle change sans arrêt. Elle n'est absolument pas manageable. Ce qui est important, c'est que tous ceux qui vous disent qu'on progresse beaucoup sur un plan technologique mentent. Parce que la réalité de cette variabilité, elle tient à la physique de l'éolienne. La loi dite loi de Benz. Donc ça ne va jamais changer. Si vous regardez le solaire qui est en bas, ben, nous sommes au 45e parallèle. Il est bien évident qu'en hiver, c'est beaucoup moins. C'est en moyenne 5 fois moins d'énergie l'hiver que l'été. Si je regarde un mauvais jour d'hiver et un très bon jour d'été, l'écart est de 27. Là aussi, il faut la comparer à la courbe du haut. Et si je regarde à droite un détail sur 10 jours qui permet de mieux voir, ben vous avez la variation sur une dizaine de jours, avec le jour, les nuits, etc. Puis vous avez en bas, en bleu, le solaire, c'est ce que ça donne réellement. Vous avez en rouge l'éolien, avec sa variation, et en noir la somme des deux. Et il va falloir que vous aligniez ce qui est en bas avec ce qui est en haut. Ce transparent vous explique pourquoi le programme allemand tel qu'il est aujourd'hui, qui a inspiré le programme européen, est un échec. Au-delà de ça, ben, il y a quelques grands chantiers. Là, je ne fais qu'introduire, si vous voulez, le débat qu'on aura tout à l'heure. Il faut développer le développement du chauffage gaz, il faut éliminer le chauffage fioul, il faut faire ce qui est le plus efficace en efficacité énergétique, il faut développer les énergies renouvelables thermiques, parce qu'en plus, c'est une aide à notre agriculture, il faut quand même le noter. Il faut électrifier vite. Donc, il faut travailler à tout ça. Et puis alors, un problème qui va être très difficile, il faut ramener l'Europe à la raison. Or, je suis désolé, on envoie en Europe pour nous représenter que des gens qui veulent sortir du nucléaire, que des gens qui veulent faire le développement qu'on fait depuis 14 ans, 15 ans. Encore la semaine dernière, notre secrétaire d'État, Mme Pierson, là où il y avait une forte discussion entre les Allemands, l'Europe, les Français et autres, pour définir l'objectif de renouvelable en 2030, les Allemands disant ne faisons pas plus que ce qu'on a dit depuis 5 ans, c'est-à-dire entre 27 et 30%, l'Europe semblait transiger à faire 32%, et notre secrétaire d'État disait ah ben non, il faut faire 35%. Donc on va toujours dans ce sens-là. Il est temps que nos hommes politiques remettent de l'ordre dans la subsidiarité et dans le rôle de l'Europe. Derrière ça, c'est la fin de mon exposé. 2 citations. La première, elle est très récente, c'était le 11 juin. C'est le ministre de l'Environnement allemand qui déclare que l'Europe aujourd'hui, à force de faire des propositions irréalistes, est en train de décrédibiliser le monde politique. Il fallait que ce soit un Allemand qui le dise, et le ministre de l'Environnement. Il était temps qu'il le dise. Et puis, en bas, pour introduire l'exposé de notre ami Percebois, eh bien, je cite, j'espère qu'il va reconnaître une phrase qu'il a dite, l'éolien allemand déferle sur la France, cela balaye toute l'économie du secteur. Merci, je te laisse la parole.